Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce magazine d'actualité et de grandes interviews de la télévision nationale. 100 jours. Cela fait 100 jours qu'il y a un nouveau locataire à la primature. 100 jours d'action au pas de charge. 100 jours de tests d'endurance. 100 jours de manœuvres aussi politiques face à ces réalités économiques et sociales très coriaces. Donc, 100 jours de quête pour une meilleure gouvernance du pays. Mais après ces 100 jours, la Guinée va-t-elle mieux, docteur Ibrahima Kassory Fofana? C'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons. Nous allons notamment vous inviter à suivre les commentaires de la classe politique et de la société civile. Vous suivrez aussi les interrogations des journalistes, l'avis du Guinéen lambda, bien évidemment. Le Premier ministre sera là pour apporter des éclairages sur ce qu'il a initié, ce qu'il a réussi ou moins réussi et ce qu'il compte faire. Sur ce plateau de Guinée Actu, j'ai l'honneur et l'immense privilège de recevoir Monsieur le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Le plaisir est pour moi. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous pouvez prendre place. À l'aise comme toujours. Monsieur le Premier ministre, vous avez un panel de 4 journalistes pour vous poser des questions. Aminata Sangaré de la Radio Nationale, M. Diangolo Barry, il est journaliste spécialisé sur les questions économiques et sociologue également. Vous avez Ibrahima Souri Traoré du site d'information Guinée 7 et moi-même, Kamara Aboubakar. C'est une émission qui va durer, Monsieur le Premier ministre, 2 heures. Vous avez 2 bouteilles d'eau à côté. L'émission sera soutenue par quelques images et reportages. Monsieur le Premier ministre, recevoir un chef du gouvernement, vous conviendrez avec moi, on a beaucoup à dire, beaucoup de choses à dire. Mais vraiment, pour cerner mieux nos sujets, nous avons fait l'option, le choix de nous concentrer sur 4 éléments clés qui apparaissent souvent dans vos discours publics et actions publiques. C'est la lutte contre la corruption, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et femmes, c'est aussi l'amélioration du cadre de vie des Guinéens et bien évidemment le dialogue social. 100 jours pour un chef de gouvernement, c'est vrai, c'est 3 mois, 10 jours d'action, donc de vécu. Est-ce que vous avez vu ces jours passer? Non, j'ai le sentiment que les jours ne passent pas parce que l'action est permanente, les enjeux sont difficiles, les défis sont nombreux. Alors c'est un travail qui interpelle tous les jours. On ne voit pas le temps passer à Bakar. D'accord, mais il y a quand même certaines actions tout de suite auxquelles vous pensez. Non, en prenant le poste. En prenant le poste, j'ai pris la mesure des problèmes qu'il y avait à résoudre. Il y a des problèmes d'ordre structurel, il y a des problèmes conjoncturels. En prenant la mesure de ces problèmes, il y a les Syriens. J'ai engagé mon gouvernement sur des actions à court, moyen et long terme. Et tout de suite, on vous a vu vraiment à l'action. Nous sommes évertués, c'est un peu difficile, un exercice très difficile et prétentieux. Nous sommes quand même efforcés à faire une sélection d'images et de quelques discours que vous avez eus à prononcer durant ces 100 jours. Monsieur le Premier ministre, nous vous invitons à suivre notre sélection. Avec plaisir. Le président de la République, vu la Constitution en son article 52, décrète, article 1er, Monsieur Ibrahima Kassory Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement.
les problématiques de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeune, l'épanouissement des femmes, la lutte avec une approche de tolérance zéro contre la corruption sont entre autres les préoccupations majeures de nos citoyens. Nous avons en effet un besoin crucial de traduire les performances macroéconomiques remarquables enregistrées, évoquées tantôt par le Premier ministre Youla. Nous avons besoin de traduire ces performances macroéconomiques en réalité concrète pour que le changement se sente dans tous les foyers de Guinée, dans toutes les assiettes de Guinée. Monsieur le Président, honorable député, rétablir l'autorité de l'État, c'est mener une lutte sans répit contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Je mets au centre de l'action gouvernementale la lutte contre la corruption pour traduire dans la réalité la vision du chef de l'État pour une gestion parcimonieuse des finances publiques, de façon à investir plus efficacement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est pour cette raison, ma politique sera d'une tolérance zéro contre la corruption. Cela, c'est mon engagement vis-à-vis du président de la République. Cela, c'est l'engagement du président de la République vis-à-vis du peuple de Guinée. L'ordre public est l'une de mes priorités, des priorités de ce gouvernement. On va établir l'ordre public en Guinée. Je l'ai dit, je le répète, entre la loi et l'ordre public, la sécurité des citoyens, j'ai choisi l'ordre public, sans lequel rien ne peut être fait. La démocratie a ses obligations. Ça, c'est droit, mais c'est devoir aussi. Au nom de quoi des partis politiques, des sociétés civiles, des syndicats peuvent prendre en otage tout un pays. Lundi, grève. Mardi, ville morte. Mercredi, marche. Je dirais juste ça. Montrez-moi un pays au monde où ça fonctionne comme ça. Ça n'existe pas. La Guinée, d'ici 2 ans, sera un pays exportateur d'énergie. Cela suppose que toute la consommation domestique, nos besoins domestiques, en énergie des ménages et en énergie des industries, tous nos besoins seront satisfaits. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on a été un peu complet? Non, je ne dirais pas que vous avez été complet, mais je dirais qu'il y a une cohérence d'ensemble entre le moment où je prenais fonction, mes premières déclarations, et celles qui ont suivi après, et les actes qui ont suivi après. J'ai mis l'accent sur l'idée que nous devons aller au-delà des résultats macroéconomiques satisfaisants pour que ces résultats soient visibles dans les conditions de vie des Guinéens. Ça, c'est ma première déclaration en prenant fonction. Et dans ma déclaration de politique générale devant la représentation nationale, je l'ai répété. Il est temps, la Guinée fait face à des contraintes qui expliquent peut-être les
problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui, c'est le manque d'emploi, c'est le manque d'opportunités pour la jeunesse, c'est la corruption endémique de l'administration qui a pris en otage tout le système économique. Voilà, ce sont ces choses-là qu'il fallait combattre. Et en même temps, structurer l'économie de manière à faire face à l'emploi jeune, l'emploi des femmes, le pouvoir d'achat des ménages. Quand je parle de pouvoir d'achat, nous reviendrons tout à l'heure, plus tard. C'est tout ce qui peut améliorer le cadre de vie du Guinéen. Donc il y a une cohérence d'ensemble. Monsieur le Premier ministre, donc vous êtes engagé d'abord sur le chantier de l'amélioration du cadre de vie. Aminata Sangaré a des questions pour vous. Aujourd'hui, on constate que la criminalité est de plus en plus enregistrée sous toutes ses formes à travers le pays. Et selon des observateurs, les facteurs qui favoriseraient cela seraient entre autres l'enclavement des quartiers et surtout une sécurité mal formée et mal équipée. Et pour donc aborder le cadre de vie, est-ce qu'on a des indices de vos 100 jours pour déjà faire face à ce grand fléau? Écoutez, premier indice, c'est les statistiques qui sont tenues de mois en mois par les services de sécurité et qui observent que la criminalité a diminué de 25 à 30% sur le trimestre. C'est une réalité. Vous le remarquerez également que la coordination entre les services de sécurité et de défense avec des missions mixtes de contrôle, de surveillance, ce travail a permis, dans les grandes villes, de cerner le sujet de la sécurité. On est beaucoup plus en sécurité aujourd'hui qu'on l'était qu'il y a 3 mois. C'est clair, ça, c'est une évidence. Je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes sont réglés. Loin s'en faut. Mais ce que je suis en train de dire, la tendance ou les tendances sont bonnes. Parlant de 100 jours, ce n'est pas un bilan qu'on établit. On se fait une idée des orientations, des indications pour dire oui, les décisions prises, les actions entreprises vont dans la bonne direction ou vont dans la mauvaise direction. Sur les sujets de sécurité, je pense que les choses se présentent plutôt bien. On vous voit aussi sur Mais avant de passer le à cette terrain. question de sécurité, les moyens, elle a évoqué, les moyens à mettre et la formation des agents de police aujourd'hui, est-ce qu'il y a un chantier qui est ouvert? Oui, il y a un chantier, il y a un programme de formation de la police. En plus, ce qu'il n'y avait pas avant, c'est la coordination entre les services de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée. Aujourd'hui, il y a une concertation au niveau, parce que je suis aussi vice-président du Conseil de défense, après le président de la République. Nous avons eu, avec le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, les chefs d'état-major, le commandant de la gendarmerie, les directeurs des services de police. Nous avons eu une série de réunions pour régler le problème de concertation et vraiment aborder avec plus d'efficacité la question de sécurité des citoyens. Vous le remarquez d'ailleurs, même à l'intérieur du pays, quand il y a crime aujourd'hui, la coordination a permis. Le dernier crime, c'est le mois d'août dernier, je crois à l'Abbé, un brigandage en pleine journée. Le voleur, les brigands ont été arrêtés vers Mamou, grâce à la coordination entre l'Abbé et Pita d'Alaba. Ça veut dire que les choses présentent mieux. C'est vrai que la question d'infrastructure est une composante essentielle pour arriver à ça. Parce que si vous êtes dans une situation où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'électricité,
où il y a des embouteillages incessants, ça ne facilite pas le problème de sécurité. Mais ces questions aussi sont en voie d'être réglées. Quand vous prenons la situation du système routier de la ville de Conakry. Il y a quelques mois, vous avez vu, le président de la République a procédé à la cérémonie de lancement des travaux, aussi bien sur la centaine de kilomètres du réseau de Conakry que sur la route Koya-Mamou-Dabola. On a dit, on ne voit rien. Ce que les Guinéens se passent, ça prend du temps. Et vous avez dû suivre le déplacement en cours en Chine. Les accords de financement de ces deux projets importants ont été signés avant-hier, hier ou avant-hier, en Chine. Ça signifie quoi? En fin d'année, d'ici la fin d'année, Conakry sera en chantier pour une centaine, exactement 78 km de route et 2 échangeurs. Et ce n'est pas tout. 3 autres échangeurs sont en étude. Nous reviendrons sur ces questions visant le cadre de vie des Guinéens. Mais on parle spécialement de Conakry parce que c'est la vitrine, c'est la porte d'entrée dans notre pays. En parlant de sécurité et de cadre de vie des citoyens guinéens, on a vu que des immeubles s'écroulaient et qui ont fait des morts à Conakry. Et plusieurs voix se sont élevées, les autorités en première position, les architectes et même les populations. Et une opération d'envergure a été lancée hier sur nos Andes. Nous avons vu le ministre de l'Urbanisme et de la Ville qui commence un contrôle et une évaluation des chantiers en cours à Conakry. Est-ce qu'il fallait ces morts pour que vraiment il y ait un sursaut? Et aujourd'hui, quelles sont les mesures envisagées pour vraiment éradiquer les constructions hors normes à Conakry et à travers le pays? C'est toute la dimension quand nous parlons d'un système administratif qui ne fonctionne pas. Cet exemple en est l'illustration. Écoutez, ça ne date pas de maintenant. La Guinée, sur un plan administratif, a été mal gérée depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas en train de jeter le pauvre sur tel ou tel régime. Je suis en train simplement d'observer qu'on a du chemin à faire pour qu'on ait une administration qui réponde aux besoins de la population. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, on le commence peut-être avec du retard, mais c'est déjà bien qu'on le commence maintenant. Sur le sujet particulier de l'ordre, sur les conditions techniques d'approbation des plans des bâtiments, je crois que le ministère de l'Urbanisme, sur instruction du président de la République, a entrepris des mesures hardies pour changer des tas de choses. Le contrôle sur Kaloum, par exemple, il y a 45 chantiers qui ont fait l'objet d'arrêts et contrôlés, sur lesquels une dizaine n'a pas d'autorisation de continuer. L'Ordre des architectes a apporté des commentaires très significatifs dont le gouvernement doit tenir compte. Je crois que l'ordre sera mis en place sur cette situation, sur ce sujet-là. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les choses vont changer dans les pratiques parce que nous sommes habitués, quand il y a une crise, un événement, à voir ce sursaut-là, tout le monde s'élève, les voix, et puis tout le monde s'agite dans tous les sens. Mais après 2, 3, 4 mois, il n'y a rien. Construction, aujourd'hui, on en parle. À un moment, on parlait d'occupation anarchique, mais souvent, il n'y a pas. Est-ce qu'avec vous, les choses vont véritablement changer? Prenez-moi au mot. Peut-être dans un an, je serai dans votre émission. Nous ferons la situation. Je n'ai pas la prétention de dire que tout ce qui est dit sera fait, mais j'ai une volonté à exprimer, c'est celle d'être cohérent par rapport aux engagements du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, sur le même ordre d'idée,
il y a eu aussi des ponts qui se sont écroulés. Est-ce que c'est une manière pour, c'est une pure coïncidence ou bien une manière pour Dame Nature de vous interpeller sur des priorités? Est-ce que cela fait partie aujourd'hui des priorités en matière de travaux publics? Non, la nature des choses qui interpelle, écoutez, tous ces ponts, tous ces ouvrages de franchissement qui sont écroulés, pas un seul n'a été construit sur les 20 dernières années. Tous datent de la période coloniale. Ça veut dire, comme les êtres humains, les choses ont leur durée de vie. Ils ont atteint la limite de leur durée de vie. Ce qui est à reprocher, c'est que rien n'a été fait durant ces 60 ou 70 ans pour procéder au changement de ces ouvrages. Maintenant, on est saisi ou rattrapé par la réalité, on y fait face. Mais il s'agit d'un volet social donc, qui demande beaucoup d'investissement, sauf que lors de la dernière loi de finances rectificative, il y a eu des coupes sur le budget alloué aux travaux publics. Donc le budget alloué peut-être pour refaire ou bien pour renforcer ces ponts. Ça a un peu inquiété. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Je vous dis pourquoi. Les projets majeurs liés à ces ouvrages, à ce type d'ouvrages, sont essentiellement financés à hauteur de 85% au moins par les partenaires au développement. C'est-à-dire que l'État guinéen n'a n'y met qu'une part relativement faible de financement. Quand vous prenez les ponts qui sont dans le pipeline maintenant, au moment où je vous parle, sur le Milo, qui va désenclaver Kérouané et choses, sur le Sankarani, c'est des projets majeurs qui coûtent très cher, mais qui sont financés par la communauté internationale pour l'essentiel. Donc les coupes budgétaires prennent compte de la nécessité de ne pas bloquer ou empêcher ces investissements étrangers. Parlons toujours de l'amélioration du cadre de vie. Vous n'êtes pas sans savoir que donner de l'emploi aux jeunes, vous l'avez dit, c'est une de vos priorités. Mais si nous tenons compte de cette coupe budgétaire, la loi de finances rectificative, je crois, a coupé plus de 1000 milliards. Ça fait environ 60% de ce qui a été coupé, rien qu'en budget d'investissement. Si vous n'investissez pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir par rapport à la première loi, la loi des finances, plus de 1000 milliards, je crois que c'est 1006, quelque chose comme ça. Je ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres. Oui, je les tiens, c'est de l'Assemblée. De l'Assemblée, ça a été voté il y a 2 jours, quelque chose comme ça. C'est de l'Assemblée. On a coupé plus de 1000 milliards de budget alloué à l'investissement, monsieur le Premier ministre. Justement, comment vous comptez donner de l'emploi et comment comptez-vous avoir vos 2 chiffres de croissance? Et vous l'avez dit aussi lors de votre discours de politique générale, si l'on tient compte du fait que peut-être si vous avez beaucoup de chance, ce que nous vous souhaitons, que vous soyez Premier ministre pendant 1 an ou jusqu'à la fin du mandat de monsieur le Président de la République, mais ça fait moins de 2 ans. Comment vous allez réussir donc une croissance à 2 chiffres si on vous ampute déjà d'un budget de plus de 1000 milliards sur l'investissement? Il faut comprendre, M. Traoré, que la croissance a pour source pas seulement l'investissement public, mais surtout l'investissement privé. Et là, dans les conditions actuelles, quand vous regardez les volumes d'investissement qui portent la croissance économique de la Guinée aujourd'hui, c'est le secteur minier. Et l'investissement dans le secteur minier ne vient pas des tiroirs du ministre des Finances. Ça vient du privé. Donc, il y a ça qu'on promet. Mais par contre, ceci, je ne veux pas dire que protéger l'effort public d'investissement n'est pas une nécessité. C'est nécessaire. Il faut qu'on investisse dans les routes, il faut qu'on investisse dans la formation, il faut qu'on investisse dans l'environnement. Tout cela concourrait à fouetter la croissance économique. Mais les coupes effectuées ne compromettent pas le programme, la croissance, pour l'essentiel. Pourquoi?
parce que nous avons la revue du portefeuille a permis d'observer qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas mûrs. Alors pourquoi retenir les budgets pour des projets non mûrs alors qu'il y a des besoins par ailleurs? Ce n'est pas des coupes qui gênent fondamentalement le programme d'investissement. Comme vous venez, je crois en 2017 déjà, nous étions autour de 8% de croissance. Le FMI, la Banque mondiale, ils étaient très optimistes, ils pensaient même, ils parlaient, comme vous envisagez, d'une croissance à 2 chiffres. Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, vous croyez que ces chiffres reflètent vraiment notre économie? Est-ce que nos services techniques ne maquillent pas les chiffres? Non, il ne maquille rien. Ce qui se passe, c'est que il faut comprendre que le produit intérieur brut de la Guinée est mal évalué. La base d'évaluation repose sur les données de 1968, sur le système de comptabilité nationale de 1968. Si vous réévaluez cela, comme c'est en cours d'être fait, parce qu'on est en train de reprendre les données sur la base du système de comptabilité nationale 93 et du système de comptabilité nationale 2006, je crois. Si vous réévaluez, vous arrivez à un PIB non pas de 7 milliards, comme c'est dans les données aujourd'hui, nous arrivons à un PIB de 10 milliards au jour d'aujourd'hui. Alors, quand je dis nous allons atteindre la croissance à 2 chiffres, c'est par comparaison dans l'esprit de toutes choses étant égales par ailleurs, comme on le dit souvent en mathématiques. Si vous utilisez le même mode d'évaluation et le même mode de comparaison d'année en année sur la base donc de notre façon de faire en 68, vous appliquez ça sur les chiffres des années 2016, 2017 et 2018 jusqu'en 2020, vous vous apercevrez que nous sommes presque déjà à des chiffres. Pourquoi parce que j'ai suivi quelques commentaires par des non-initiés ou ceux qui s'aventurent à parler d'économie sans savoir de quoi ils parlent. Quand ils disent la pression fiscale, les choses vont mal. On a observé que la pression fiscale, qui était de 17-18%, est maintenant à 13%. Ce que vous observez dans ce cas, c'est parce que l'évaluation du PIB a changé. Si vous faites changer le dénominateur qui prend l'ensemble des richesses, avant, ce qui change par rapport à aujourd'hui, on intègre maintenant les taxes, les impôts et taxes, qui sont des valeurs ajoutées qui concourent à la formation du PIB qui n'était pas prise en compte. On intègre aujourd'hui le secteur informel, dont vous connaissez l'importance, qui n'était pas pris en compte dans la comptabilité. On intègre aujourd'hui le travail domestique, qui n'était pas non plus en compte dans notre système de comptabilité nationale. En prenant en compte rien que ces 3 éléments, nous arrivons à une amélioration du niveau du PIB de l'ordre de 30%. Ce qui fait, quand la banque, parlant des chiffres du Fonds monétaire, quand il parle des chiffres révisés pour 2016, ils vous diront maintenant la Guinée a un PIB de 9 à 10 milliards, contrairement à l'ancienne évaluation qui fixait ce niveau de PIB à 6 ou 7 milliards. Donc il faut savoir de quoi on parle alors. Si vous rapportez l'effort de pression fiscale sur 6 milliards ou sur 9 milliards, vous n'avez pas le même résultat. Si vous rapportez sur 6 milliards, vous verrez qu'il y a une amélioration en termes de performance des régies de fiscalité, des régies de recettes, la douane, les impôts. Oui. Vous arriverez à 18-19%. Mais si vous ramenez au PIB réévalué, suivant la nouvelle méthode, vous arriverez à 13-14%. Diangolo, toujours par rapport à la Oui, Monsieur le Premier ministre, vous êtes économiste, donc vous savez bien que qui dit pouvoir d'achat dit niveau de vie du citoyen.
Mais n'oublions pas la qualité de vie. J'aimerais qu'on parle un peu de la qualité de vie des Guinéens. Si nous prenons l'exemple juste de l'assainissement ou de l'eau, c'est quand même quelque chose de vital, de fondamental. Moi, je ne comprends pas comment on n'arrive pas à régler le problème de l'assainissement. Parce que l'assainissement, il faut faire des choix, trouver l'endroit, faire la collecte, faire le tri. C'est avantageux parce qu'on peut produire des engrais organiques, on peut produire de l'électricité, on peut produire de l'énergie. Moi, je pense personnellement qu'il faudrait peut-être confier ça à une société privée qui pourra régler une fois pour toutes le problème de l'assainissement. Parce que la santé des Guinéens est liée à leur qualité de vie. Donc, il y a l'assainissement, il y a le problème de l'eau aussi. La Guinée possède 1200 cours d'eau. Quand vous ouvrez quelquefois le robinet dans certains quartiers, il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour vraiment régler le problème de l'assainissement et de l'eau de façon définitive? L'électricité déjà est en marche. On sait qu'il y aura des résultats très bientôt, mais l'assainissement et l'eau, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que pendant ces 100 premiers jours, il y a vraiment des indices, des indicateurs qui prouvent que les soucis de Diankolo sont vraiment pris en compte en termes d'assainissement, en termes d'eau, en termes d'énergie? Écoutez, je vous dirais qu'en termes d'énergie, parce qu'il reconnaît, il est informé, c'est un économiste avisé, un journaliste en économie avisé, il sait que la Guinée sort définitivement, et sur une longue période, de cette difficulté énergétique dans 2 ans, 1 an, 2 ans. En fin 2019, 2020, septembre 2019. Voilà, nous aurons notre Swapiti qui va améliorer considérablement la capacité énergétique du pays. Et ça nous met en position d'être exportateur net d'électricité. Donc un peu de patience, les Guinéens vont mieux connaître la stabilité en termes de fourniture d'énergie de manière stable, pérenne, en fin 2019 et 2020. Sur l'eau, je dois être honnête pour dire que les problèmes d'eau sont d'une telle complexité, parce que ce n'est pas un secteur jugé prioritaire par les bailleurs de fonds en termes de rentabilité économique. Nous sommes en train de travailler sur les dossiers permettant de régler le problème de l'eau. Je n'ai pas encore de solution miracle à annoncer pour dire que voilà, on aura fini avec ce problème dans tant de mois ou dans tant de jours. Oui, mais avant votre prise votre entrée en fonction, comme Premier ministre, il y avait un dossier qui semblait être très avancé, très mûr, 4e projet eau. Il y a plusieurs dossiers, dont le principal, c'est le 4e projet eau. Mais comme je ne veux pas faire des annonces qui ne sont pas concrètes, puisqu'il n'y a pas encore d'accord de pré-signé, il n'y a pas de lancement de travaux, je ne peux pas en parler. Je considère que c'est un projet. Des initiatives en termes de projet sont en cours, mais en termes de réalisation, pas encore. Par contre, sur l'assainissement, il faut distinguer des choses. Le gouvernement en a fait son cheval de bataille, mais il y a 2 perspectives qu'il faut regarder. La perspective à court terme, parce que nous avons pris fonction dans des conditions où Conakry, parce que nous parlons de Conakry, de la vitrine guinéenne, était dans un tel état d'insalubrité que ça devenait préoccupant. Préoccupant même du point de vue de la santé des populations. Oui. Nous étions à l'approche des grandes pluies, il fallait faire quelque chose pour éviter que les épidémies ne nous rattrapent en 2018. Dieu merci, les mesures prises, même si elles ne règlent pas structurellement le problème, ont permis d'éviter les grandes épidémies. D'où l'idée de mettre beaucoup d'argent pour sortir, parce que, figurez-vous, on a sorti plus de 40 000 tonnes d'ordures de Conakry. C'est beaucoup d'argent. Et pour mettre un système beaucoup plus viable de poursuivre cet effort. Nous avons aussi décidé
de consacrer le dernier samedi de chaque mois. Je crois qu'on l'a fait 3 fois. C'est pas une action spectaculaire. Mais le symbole, c'est aussi parce que le problème d'assainissement, le problème hygiénique, c'est un problème comportemental. Il faut créer chez les Guinéens le réflexe des citoyens pour ne pas salir la chaussée, pour faire face à ces obligations d'abord des citoyens, nettoyer autour de soi. Ça, c'est important. Donc, ces actions symboliques ont permis un peu de limiter les dégâts qu'on conserve. Mais la solution structurelle, elle existe, elle est financée. Ça, je peux me permettre de l'annoncer, en fin d'année, nous aurons un opérateur technique qui va être choisi. Les équipements seront achetés et qui va permettre à la Guinée de s'attaquer de manière durable et pérenne de cette situation. Nous avons l'engagement financier et de la communauté européenne et de la Banque islamique de développement, donc 54 millions de dollars consacrés à cette opération. Argent qui sera dépensé sur l'achat des équipements, sur la rémunération de l'opérateur qui sera recensé pour faire ça, et sur l'aménagement de la décharge de la minière et l'aménagement d'une nouvelle décharge, parce que la minière a atteint ses limites. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour informer que le gouvernement ne peut plus attendre, demander aux populations de Dar es Salaam de bien vouloir déménager. Il y va de leur sécurité. On ne peut pas attendre parce qu'en cas d'éboulement, c'est des pertes de vies humaines comme on en a connu il y a 2 ans. On ne peut pas se permettre. La décharge de la minière devient dangereuse pour cohabiter avec les populations. Donc il y a une solution pérenne qui pointe à l'horizon. C'est en fin d'année, au plus tard en début de l'année prochaine, où le système sera mis en place. Juste un dernier mot. Par rapport toujours à la qualité de vie, vous le savez que votre priorité, de toute façon, vous l'avez dit, c'est la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Mais aussi, votre lutte sera de faire de façon à ce que les emplois qui existent soient sauvegardés et de développer le partenariat public-privé pour faciliter la création d'emplois par le secteur privé. Vous le savez, vous êtes économiste, que c'est le secteur privé qui crée les emplois, ce n'est pas l'État. Laissez-moi revenir sur le cadre de vie pour dire que nous avons parlé d'électricité, nous avons parlé d'eau, ou encore des actions en termes concrets ne sont pas visibles. Laissez-moi parler du logement. Le logement, le transport. Vous remarquerez que lorsque nous prenions service, il n'y avait pas de service public de transport à Conakry. Il n'y en avait plus. Ni le transport terrestre, ni le transport ferroviaire. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que tous les problèmes sont réglés, mais on remarquera que le train express, qui quand même garantit des milliers de voyageurs par jour, a repris du service. Tout comme on a mis une quarantaine de bus sur l'axe Conakry-Dabompa. Dans une dizaine de jours, le deuxième axe, Amdalaï, Dixil, sera également mis en œuvre pour une dizaine de bus. Et nous allons réparer quelques bus qu'on a trouvés dans le parc. Au total, dans les 3 prochains mois, nous parlerons d'une centaine de bus dans Conakry pour essayer d'améliorer les conditions de transport de la ville, plus le train express. Tout cela en 3 mois. Et je vais vous faire remarquer. Maintenant, quand nous parlons de logement, nous arrivons dans une situation où il n'y a jamais eu d'initiative sérieuse en termes de logement à prix abordable. Nous avons la première contrainte des problèmes. Il y a 2 contraintes majeures en termes de logement. La première contrainte, c'est les terrains à bon marché.
ou qui permettent aux promoteurs immobiliers de travailler. La deuxième contrainte, qui est la principale, c'est la contrainte financière. Vous avez remarqué, les deux contraintes sont réglées, ont un début de règlement. La contrainte de l'accès à la terre à bon marché, le gouvernement a sécurisé plus de 35 000 hectares, et à Conakry et dans les capitales régionales, qui seront mis à disposition des promoteurs immobiliers pour entreprendre la construction de programmes d'habitat social, économique, bref, à prix modéré. Sur ce programme, nous avons mis en place, conclu une convention de financement de l'habitat à Guinée, c'est une première, la semaine dernière avec le système bancaire, vous avez dû suivre dans l'émission, qui permettent demain aux promoteurs, quand tout le système sera mis en place, je l'espère, d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a des aspects institutionnels qui sont à régler. Il faut créer une société qui va gérer tout cela. Il faut mettre en place un fonds de garantie pour que les déchets qui pourraient provenir, je parle de déchets financiers en termes de remboursement de la dette qui sera générée par le système. Quand nous avons un système financier qui encadre aujourd'hui ce secteur, qui va encadrer ce secteur, qui va coûter aux citoyens lambda 6% de taux d'intérêt pour emprunter et construire sa maison. Le schéma, comment ça va se passer demain? Vous êtes fonctionnaire parce qu'on commence par les fonctionnaires. Je suis désolé, ils ont les conditions les plus difficiles. Je parle des enseignants, je parle des infirmiers, je parle de tous ceux je parle des journalistes, tous ceux qui vivent à la sueur de leur front, sans autre source de revenus. Comment accéder à la propriété demain? Ces gens-là auront droit à accéder à un crédit immobilier sur 10, 15, 20 ou 25 ans. La durée est fonction de ton âge. S'il te reste 10 ans dans la fonction publique, on te donne un crédit de 10 ans. S'il te reste 20 ans à la fonction publique, tu peux avoir accès à un crédit de 20 ans et à un taux de 6%. Ce taux, vous ne le trouvez nulle part dans la région, et ce, malgré les conditions macroéconomiques pas assez satisfaisantes en Guinée par rapport à la sous-région, parce que l'inflation, ici, nous sommes encore autour de 9%. Ailleurs, ils sont dans les zones notamment de l'UEMOA, Côte d'Ivoire, Sénégal, ils sont en deçà de 3%. Donc, normalement, le taux d'intérêt est fonction du niveau d'inflation. Bon, nous allons arriver, mais l'État va indirectement soutenir ce programme par un refinancement de la Banque centrale du système de crédit alloué par les banques primaires à 2% de refinancement, ce qui permet au système primaire de prêter aux fonctionnaires à 6% sur une période de 10 à 25 ans. Donc à partir de l'année prochaine, du début de l'année, je l'espère, ce programme sera en marche. Monsieur Boubacar, vous serez en mesure d'aller voir un promoteur immobilier, choisir votre maison, remplir les papiers, on prendra un quart ou un tiers de votre salaire le mois pour garantir votre emprunt, et vous aurez votre maison construite dans les délais convenus avec le promoteur immobilier.